Bonjour, bienvenue à l'Artistique. Comme vous le savez, l'Artistique est un des lieux qui accueille les conférences et les rencontres qui ont été programmées dans le cadre de l'Université de l'Océan. L'Université de l'Océan, c'est une volonté des services de la ville d'accompagner l'accueil de la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, de l'accompagner d'événements consacrés aux Niçois, aux échanges, à la réflexion pluridisciplinaire, scientifique, artistique, sociale, sur ce que finalement ça signifie que d'accueillir l'UNOC à Nice, et pour s'atteler vraiment aux grosses questions qui sont liées donc, aux océans, depuis les pollutions plastiques, la gouvernance des océans, je l'ai en anglais, oh là là, les mines sous-marines dans les abysses, l'exploration des abysses. Bon, tous ces sujets-là qui vont être traités par des délégations du 9 au 13 à Nice, mais qui finalement ont aussi, pour chacun d'entre nous, un impact. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une dimension qui n'est pas scientifique de prime abord, mais qui quand même utilise toute une terminologie scientifique, puisqu'elle aborde la question de l'acoustique. C'est un échange qui a été préparé par le musée Matisse, représenté ici par son directeur, Aymeric Jody. Je vais vous laisser en de bonnes mains et je vous encourage à aller sur le site annéedelamer.nice.fr pour voir l'ensemble du programme de l'Université de l'Océan qui va continuer jusqu'à l'automne prochain. Voilà, merci. Bonjour, bonjour à tous. Donc vous étiez accueillis en introduction par l'environnement sonore, je ne sais pas si vous y avez prêté attention, qui a été créé pour le musée Matisse par Michel Rodolphi, que je présente ici. Donc Michel Rodolphi est une personnalité bien connue ici à Nice. Il est compositeur et designer sonore, il est pionnier de l'immersion acoustique et de la musique subaquatique. Il nous en parlera. Il a exercé sa passion et l'a partagée sur tous les continents, en Californie, à la Biennale de Venise, à Sydney. À Montpellier, il a aussi créé des ambiances sonores assez significatives pour la Fondation MAG, le tramway de Nice, qu'on connaît évidemment tous, pour Brest, Besançon, Liège, et il s'est intéressé aux paysages musicaux de façon générale. Il a créé pour le musée Matisse plusieurs œuvres, dont la piscine. Je vais y revenir en quelques mots tout de suite. Et je vous présente également Jean-Sébastien Noël, qui est un historien très reconnu aujourd'hui, qui est maître de conférences en histoire contemporaine à La Rochelle, qui est spécialiste d'histoire culturelle de la musique dans l'espace atlantique et au-delà. Il s'est intéressé au cours de ses recherches à l'influence des répertoires, des archives sonores et des pratiques musicales sur le processus mémoriel, et il a notamment publié une thèse sur l'expression de la mort et du deuil et de la mémoire chez les compositeurs ashkénazes en Europe centrale et orientale. Et ses travaux ont été soutenus par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et plus récemment, il s'intéresse aux études sur le son de façon générale et à l'histoire sociale sonore. Et ses recherches portent sur l'analyse des réseaux de compositeurs, les institutions, les festivals et les musiques d'avant-garde notamment, et il est invité à écrire un commissariat d'exposition prochainement pour le musée Matisse autour d'une exposition sur l'environnement sonore chez Matisse. C'est important de parler de la création de la piscine et de l'environnement sonore de la piscine, juste pour introduire en quelques mots le propos, et surtout vous dire pourquoi le musée Matisse est à l'initiative du coup de cette invitation. Vous avez ici une œuvre emblématique des collections du musée que vous connaissez très certainement, La Vague, qui est au cœur d'une grande exposition que nous présentons sur Matisse et la Méditerranée, et qui, au-delà de l'aspect pictural et au-delà des images qu'on peut voir dans cette exposition, revient aussi d'une façon plus large sur les environnements que Matisse a pu trouver en Méditerranée, dont les environnements sonores qui sont très importants pour lui. Je vais y revenir dans quelques minutes. La Vague, évidemment, c'est une gouache découpée très célèbre de 1952. C'est une représentation
de la vague, du mouvement de la vague, mais si on regarde au-delà, c'est aussi la représentation d'une onde sonore, par exemple. Et donc c'est important de voir aussi dans l'œuvre des plasticiens du XXe siècle notamment, que l'œuvre se vit de façon globale en tant que sensation. Et ça, c'était très important dans l'œuvre de Matisse, et Matisse a beaucoup parlé de ça, comment son œuvre devait être vue comme une sensation globale qui devait prendre le corps du visiteur tout entier dans une perception globale. Et c'est un peu ce qu'on a cherché à travailler avec Michel quand on a travaillé ce projet autour de la piscine. Alors, la piscine, pour faire très bref, Matisse adore la mer, Matisse adore nager. Depuis sa découverte de la Méditerranée en Corse en 1898 jusqu'à son arrivée à Nice. Mais ça, on abordera le cas de Matisse dans 2 semaines. C'est une autre conférence spécifique sur l'exposition. Là, je ne vais pas développer ça, mais il se trouve qu'à la fin de sa vie, il est empêché d'aller nager. Donc, il se recrée un environnement sonore, de papier autour de lui avec cette piscine qui sont des motifs de nageuses, de baigneuses, d'étoiles de mer. Il y a tout un bestiaire marin autour de cette œuvre. Et donc il dit lui-même, moi qui ai adoré la mer, moi qui ai adoré l'océan et qui ne peut plus y aller, je m'environne d'elle, je m'entoure d'elle dans une œuvre globale. Les gouaches découpées d'origine sont dans les collections du MoMA. Et on possède au musée l'édition en céramique de la piscine. C'est un espace qui est un espace quasiment clos, qui reprend les dimensions de l'atelier, de la pièce d'atelier de Matisse Origina, où il s'était créé cet environnement aquatique. Et cet environnement a été installé au musée en 2012. On a une pratique maintenant assez longue d'observation du comportement du visiteur dans cette installation en céramique. Et finalement, l'idée est née assez rapidement de demander, au cours des dernières années, à Michel de composer cet environnement pour, encore une fois, faire beaucoup plus corps avec le spectateur, tel que Matisse l'avait lui-même envisagé, puisque Matisse dit lui-même, l'œuvre d'art, c'est pas une image, enfin c'est pas qu'une image en tout cas, c'est une expérience globale avant d'être une seule image. Et donc on a pu constater, maintenant on a un certain recul autour de l'installation de cette œuvre, aussi l'attention plus marquée à cette œuvre parce que environnée d'un environnement sonore créé spécifiquement pour cette œuvre et qui retient aussi par un autre sens que celui de la vue, qui est cette fois, lui, le visiteur dans cet espace. Et ça répond là encore à une vision synesthétique, polyphonique de Matisse, qui était un amoureux évidemment du son, de la musique, mais pas seulement juste pour l'entendre ou la représenter, mais aussi pour en faire un élément essentiel dans la création de son œuvre. Vous voyez ici un enfant dans la piscine on voit bien l'environnement qui est créé par cette œuvre, mais aussi aujourd'hui la création sonore que vous avez pu écouter, qu'on écoutera tout à l'heure. Donc voilà, c'était juste pour introduire sur le cas de Matisse, qui n'est pas au centre de la conférence, mais qui va ponctuer avec quelques remarques et quelques œuvres cette conférence. Et donc je donne tout de suite la parole à Jean-Sébastien pour l'introduction sur ce qu'est une histoire culturelle du son, de l'écoute, et une description brève de son champ de recherche, et particulièrement avec un premier chapitre ensuite sur ce que sont les mondes silencieux, puisque le silence absolu n'existe pas. Enfin, vous me corrigerez les deux si je me trompe, mais en tout cas, c'est ce qu'on va aborder dans cette première partie. Merci beaucoup, Aymeric. Messieurs, dames, merci de votre accueil. Je suis très heureux de parler ici et de discuter, d'échanger avec Michel Radolfi. On verra également au cours de l'entretien que l'histoire personnelle de Michel, son œuvre,
un certain nombre de rapports avec les champs de recherche qui sont les miens. Moi, je suis un historien qui travaille à La Rochelle, qui ne travaille pas que sur La Rochelle. Je travaille sur une histoire, on va dire, globale des circulations musicales. Mais on verra tout à l'heure qu'il s'est passé à La Rochelle un certain nombre de choses qui impliquaient Michel Redolfi. Donc voilà, je suis ravi de passer d'une certaine manière d'un rivage à l'autre. Bon, je passe... je sais pas comment on fait pour ça. Ah oui, il y avait l'extrait. Tu veux passer l'extrait tout de suite, ouais. Bonjour, donc merci pour Émeric pour ta présentation. C'est vrai que le musée Matisse, je suis originaire de Nice et le musée Matisse pour moi a toujours été un lieu de retrouvailles, de rencontres et d'échanges avec son œuvre et j'étais très... ça y est, je poussais un petit peu. Bon, alors on va passer directement à plusieurs exemples concernant le sujet d'aujourd'hui. C'est souvent la mer, bien sûr, par la thématique des conférences. Et on va commencer par le degré zéro d'écoute de la mer. Alors le degré zéro, c'est pas d'aller à la plage des Ponchettes seulement, mais c'est d'y aller au temps du Covid. Car au temps du Covid, figurez-vous qu'on a entendu la mer comme on ne l'avait plus entendue depuis 400 000 ans. C'est-à-dire absolument dénué de toute culture autour, de toute circulation, etc. Et j'étais étonné dans mes captations sonores de retrouver un peu les premières résonances de notre littoral, puisqu'on va beaucoup parler de littoral aujourd'hui. Ce littoral qui n'était pas silencieux tant que ça finalement, car j'ai travaillé sur des concerts liés à la grotte du Lazaret et ce qu'on appelle aujourd'hui communément Coco Beach. J'ai fait des concerts là-bas, des concerts dans l'eau, je vous en parlerai. Figurez-vous qu'il y a 400 000 ans, et même 1 million d'années, pense-t-on, maintenant, avec le professeur Lumley, l'homme, la femme taillaient des outils pour vivre, survivre, chasser et cogner des galets entre eux. Et il faut s'imaginer que Coco Beach était un lieu de fabrication d'outils et qu'on cliquait, on cassait, on regardait la forme que cela donnait, car l'homme d'alors a un œil pour trouver non seulement l'outil qui est bien en main, mais l'outil qui est beau visuellement. On a vu qu'il y avait comme ça des rejets de ce qu'on appelle des nucléus, c'est-à-dire des pierres taillées, qui n'étaient pas acceptables il y a 400 000 ans pour le sens esthétique de l'homme. Bien que c'était un outil qu'il pouvait avoir en main. Mais je reviens maintenant à ça. Comment sonnait le littoral quand il n'y avait pas les scooters des mers, quand il n'y avait pas la promenade des Anglais, quand il n'y avait pas tout ça? Eh bien, il fallait attendre l'accident social et sanitaire du Covid pour entendre la promenade des Anglais comme on ne l'avait jamais entendu. Ce que vous allez entendre a été pris donc en stéréo, on va dire relief, pour bien donner la profondeur de chant. Et vous allez entendre la promenade des Anglais quand elle n'est pas damée, c'est-à-dire quand les bulldozers ne passent pas pour la rendre plane et agréable, en tout cas foulable par les visiteurs. Là, vous allez voir une promenade des Anglais qui a des dunes de galets et un son très doux qui vient de l'arrière de ces dunes, très éloigné. C'est un son qui est comme un souffle très doux. Vous allez voir, on va commencer par quelque chose de très doux dans cette conférence. Donc je vais vous faire écouter ça, puis on en parlera après. Ça dure 2 minutes. C'est nous, Franck, qui lançons le son. Et on appuie sur quel bouton ? On doit avoir l'image en principe, non ? Il y a une sélection avec l'image, c'est important de la voir. Ah non, Père Blanche, d'accord.
Voilà. Donc ce que vous entendez en fait, je vais faire une petite parenthèse. Là vous entendez en fait Opéra Plage que vous connaissez. Normalement en fait, j'aurais dû le dire avant, tel qu'on l'entend aujourd'hui. Maintenant vous allez l'entendre du côté des Ponchettes, donc un peu à côté du temps du Covid. Donc ça c'était notre promenade des Anglais commune. Donc si tu veux lancer. Non, c'est pas ça non plus. On y arrive. Vous voyez comment c'est intense, 2 minutes de quiétude dans une ville qui s'est arrêtée et où il n'y a plus que l'élément essentiel face à nous. Voilà, pour moi, c'était une époque d'exception acoustique et en effet, la mer n'est pas si naturelle que ça lorsqu'elle est en littoral. Ici, pour que tous ces galets sont en fait des dunes parce que les bulldozers ne passent pas pour la lisser, parce que les gens ne sont pas là pour la piétiner. Et donc le littoral est une fabrication aussi humaine. Elle n'est pas que la mer et la ville d'un côté, il y a cette bande hybride où il y a les deux. Tu veux certainement en dire quelque chose là-dessus? Oui, précisément. Là, je trouve que l'introduction de cette conversation est parfaite. D'une part parce qu'on impose, non pas le silence, mais on impose une sorte de sérénité. En tout cas, ces 2 extraits sont très méditatifs. Et surtout, ce que vient de rappeler Michel, c'est qu'en histoire, on aime bien... Alors, regarder le passé, bien sûr, mais vous savez que les historiens ne sont pas des spécialistes du passé du tout. Les historiens sont des spécialistes du temps, plus exactement du rapport des sociétés présentes, actuelles, au passé. C'est donc une dialectique avec le temps, l'histoire. Et ce qui est intéressant dans ce que Michel vient de dire, c'est que les historiens s'intéressent aussi au rapport des sociétés humaines avec leur environnement immédiat ou leur environnement plus lointain. Et il y a une chose qui est évidente, c'est qu'aujourd'hui, la notion de nature, la notion de nature originelle peut-être même, eh bien, elle n'est plus observable dans la réalité présente, au présent, ou de manière extrêmement résiduelle. Le littoral que l'on connaît, et y compris le littoral que vient de restituer Michel, c'est évidemment un littoral qui est anthropisé, c'est-à-dire qui a été transformé par les sociétés humaines à travers le temps long. Et la deuxième chose que Michel nous conduit à discuter, c'est cette notion du silence.
Émeric le rappelait, le silence absolu n'existe pas, peut-être dans l'espace intersidéral ou dans ce qu'on appelle les chambres anéchoréiques, c'est ça? Je ne sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience. C'est des chambres qui sont reconstituées artificiellement de façon à se rapprocher à maxima du silence. Et c'est une expérience très déstabilisante, je l'ai faite une fois dans ma vie. Vous perdez absolument tous vos repères. Absolument tous vos repères. Bon. Donc, il ne sera pas question aujourd'hui de silence, il sera question du rapport des sociétés humaines avec le silence. Et ce qui est important, me semble-t-il, de rappeler initialement, c'est que cette question du silence, on a beaucoup glosé dessus, on a beaucoup discuté et on a également culturellement construit des représentations du silence. Et parmi ces représentations culturelles du silence, il y en a une qui est importante, je crois, que l'on doit au commandant Cousteau, à Louis Malle également, à travers ce film documentaire extrêmement important qui est Le Monde du silence, précisément. 1955-1956, Festival de Cannes, Palme d'or du Festival de Cannes, si je ne m'abuse, en 1956. L'année suivante, Oscar du meilleur film documentaire. Donc voilà, pour un historien, un objet tout à fait passionnant parce qu'il y a une réception globale. Et ce monde du silence, eh bien, en réalité, je l'ai revisionné avant de venir ici, je vous invite à le faire, il est tout sauf silencieux. Il est extrêmement bruyant. Et je vous invite en particulier à visionner, regarder les 2 premières minutes du monde du silence. Vous voyez, c'est une scène de plongée de l'équipe Cousteau, depuis la Calypso, avec ces fameux scaphandres individuels que le commandant Cousteau a contribué à concevoir dans les années 40. Et puis on entend le bruit des masques à oxygène, bref, le bruit de ces scaphandres. Et petit à petit, à mesure que les plongeurs s'enfoncent dans le bleu profond, si je puis dire, le son disparaît, mais tout de suite, la musique très hollywoodienne, très film noir du compositeur qui s'appelle Serge Bandeau arrive et il y a une sorte de musique tonitruante, si je puis dire. En tout cas, il y a une mise en scène du silence, une esthétisation du silence. Bon. Alors, je passerai ici les critiques ultérieures qui ont pu être faites sur ce film. Je pense en particulier au cinéaste Gérard Mordia qui, il y a une dizaine d'années, a tiré à boulet rouge sur le monde du silence en expliquant à juste titre d'ailleurs, qu'on y achevait des bébés cachalots d'une balle dans la tête. Ce qui est intéressant ici, c'est que le commandant Cousteau a contribué à forger une image mythique, poétique également, cinématographique de ce silence. Bref, on a une sorte de sublimation du silence. À la même époque, quasiment, il y a une autre référence essentielle qui parle du silence, qui est Rachel Carson. Je ne sais pas si on peut voir apparaître ici. Rachel Carson, qui est une biologiste, initialement une océanographe, qui rédige en 1962 ce livre extrêmement important, Silent Spring. Elle est connue depuis une dizaine d'années grâce à son premier best-seller qui est intitulé The Sea Around Us, c'est-à-dire la mer qui nous entoure, et qui devient vraiment un best-seller global, traduit dans quasiment toutes les langues. Sauf que The Sea Around Us, qui rend célèbre Rachel Carson, n'est pas du tout un livre pionnier de la pensée écologique. C'est un livre de vulgarisation scientifique. 10 ans plus tard, lorsqu'elle publie Silent Spring, à la veille de sa mort quasiment, c'est une pionnière de la pensée écologique qui s'exprime et qui met en évidence le fait que l'industrialisation de l'agriculture, que les pêcheries industrielles, mais surtout que l'utilisation de pesticides, notamment les fameux DDT, contribue à ensilencer le monde, c'est-à-dire à rendre le monde silencieux, en particulier le monde des oiseaux, avec une attaque particulièrement corrosive sur les œufs d'oiseaux, etc. Bref, peu importe. En tout cas, Silent Spring, en 1962, conduit à penser de manière très différente du commandant Cousteau, qui passe pour une figure pionnière de l'écologie également. Je ne discuterai pas ici du fondement idéologique ou philosophique de l'écologie selon le commandant Cousteau, mais vous avez à moins de 10 ans d'intervalle 2 conceptions du silence qui sont quasiment antithétiques. Une vision cinématographique poétique et une vision au contraire engagée qui fonde la pensée de l'écologie politique. Je vais
Ajouter une petite chose, tu as bien dit, passé scientifique et poétique de Cousteau. Je pense qu'il était ni un grand scientifique ni un grand poète, mais il était un hybride entre les deux. C'est ce qui lui a permis d'être populaire. Mais c'est surtout que je pense il voulait signifier quand même que c'était un monde silencieux du son sociétal, du son de la société. Il y a le silence des hommes dans l'eau, et ça, c'est réel. Sauf que lorsqu'on filme un plongeur avec son équipement. Mais c'est vrai que quand on va en mer, sous la mer, le bruit humain, jusqu'à maintenant, mais pas pour longtemps, est absent. Bientôt, on va avoir régulièrement des forages, régulièrement des éoliennes, avec aussi il faut bien savoir qu'une éolienne, ça fait aussi un bruit sous-marin, parce que toutes ces tringleries, tous ces câbles finissent par envoyer des sons dans l'eau. Donc on n'en a pas pour longtemps pour avoir une mer silencieux du son industriel. Mais pour le moment, c'est le cas. Autre chose, c'est que, et après je te laisse la parole, lorsqu'on va sous l'eau, et j'en parlerai avec mes propres expériences, l'audition humaine est baissée à peu près de 50%. Mais on entend, et c'est grâce au fait que l'on entende que je peux faire mes concerts sous l'eau. Mais c'est un son qui est moindre, parce qu'on entend par la résonance de la boîte crânienne et plus par les oreilles. Donc le monde du silence a une certaine pertinence dans le titre pour différentes raisons. Voilà. Et en tout cas, elle permet de réfléchir, ou en tout cas de mettre en question, d'interroger, de déconstruire cette question du silence. Et pour bien montrer également, tout simplement, ça c'est un réflexe d'historien que je vais avoir là, c'est que toute pensée n'est compréhensible, en tout cas ab initio, que dans son contexte propre. Donc par parenthèse, lorsque 40 ans plus tard, on tire à boulet rouge sur le monde du silence à partir de catégories qui sont tout à fait contemporaines, bon, la critique elle-même peut être discutable, bien sûr. Il faut resituer en 1956 le monde du silence. Toujours est-il que nous autres historiens, lorsqu'on travaille sur, ce qui est mon cas, sur le son, sur le sonore, on envisage ce son comme, on le disait tout à l'heure, un construit social. C'est-à-dire que le son, pour un historien, n'a rien de naturel. C'est un phénomène social, anthropique, politique, économique, culturel. Et ça nous conduit également à réfléchir à ce que écouter veut dire. En d'autres termes, faire une histoire du sonore, c'est également faire une histoire de l'écoute. Alors qu'est-ce que l'écoute pour les historiens ? Michel rappelait que si on s'immerge, notre écoute est altérée. C'est également simplement savoir comment notre corps fonctionne. Pour un être humain, la perception auditive émergée, si je puis dire, comme nous là aujourd'hui, elle se situe quelque part entre 20 et 16 000 Hertz, à peu près. On a une écoute optimale, tu m'arrêtes si je me trompe Michel, on a une écoute optimale entre 8 000 et 4 000 Hertz. Bon. Ça, ce sont des propriétés, j'allais dire, objectives, anatomiques. Bon. Pour les historiens, néanmoins, ces propriétés anatomiques, elles doivent être interrogées en fonction des systèmes de représentation, des systèmes de pensée, des formes de conditionnement dans les différentes époques. Et il est bien évident qu'on n'entend pas ou on n'écoute pas au XXIe siècle, comme on entend au XVIIIe, au XIXe siècle, ou comme on entend à la période proto-historique. Il est donc essentiel de resituer dans son époque cette sensibilité acoustique plus que cette simple écoute anatomique. Et lorsqu'on parlait de silence tout à l'heure, je ne sais pas si on peut passer à la diapo, voilà, celle-ci. Lorsqu'on parlait du silence tout à l'heure, de la même façon, ce silence est un construit historique. Alors vous avez là une toile de Gustave Courbet qui représente vers 1854 les bords de la mer à Palavas. Et pour les historiens, les images sonnent, les images bruissent. Lorsque l'on analyse cette toile de Courbet, on peut, dans un premier temps, imaginer qu'en ce milieu du XIXe siècle, le peintre vient trouver une inspiration silencieuse, ou en tout cas silencieuse d'un point de vue anthropique, c'est-à-dire débarrassée de quoi ? On est en 1854, du bruit assourdissant de la ville industrielle, du bruit assourdissant de l'usine, du bruit assourdissant du chemin de fer qui progressivement commence à conquérir la France puis l'Europe occidentale. Bon, cette toile de Courbet, d'une certaine manière, elle est presque l'antithèse
de la toile de Turner sur la locomotive à vapeur. Hein, c'est une autre toile bruyante, mais bruyante différemment. Or, sur cette toile, de silence, il n'est en réalité pas question, puisqu'il y a, dans un premier temps, le bruit environnemental, le bruit de la mer, le bruit du sable, Michel l'évoquait tout à l'heure, bref, le bruit que l'environnement dit naturel peut faire. Mais on observe également qu'à l'horizon, il y a des signes d'activité humaine qui, elles-mêmes, évidemment, sont tout à fait bruyantes. En l'occurrence, ici, la pêche hauturière, en l'occurrence. Et si on s'intéresse justement aux propriétés acoustiques, aux propriétés physiques de ce son littoral, on peut remarquer un certain nombre de choses. Après, pardon, normalement les choses vont apparaître. Voilà. Remarquez d'abord que faire l'histoire de l'environnement littoral, c'est partir déjà d'une idée simple. La surface du globe, à 70%, est immergée. En d'autres termes, elle est immergée, en particulier, occupée par de l'eau salée. Les propriétés acoustiques, c'est-à-dire la diffusion de l'onde sonore dans l'eau salée, se propage de manière particulièrement favorable. La vitesse de propagation du son, comme on le sait, est environ de 340 mètres secondes dans l'air, mais attention, dans un air à faible taux d'humidité et à peu près à 15 degrés. Dans l'eau pure, à 20 degrés, elle se diffuse à 1480 mètres secondes. Dans l'eau de mer, dans l'eau saumâtre, 1500 mètres secondes. En d'autres termes, on voit bien, et ça c'est un phénomène intéressant, que progressivement les scientifiques vont découvrir, à partir du XVIIIe siècle, disons les choses, déjà Aristote avait eu quelques intuitions, Léonard de Vinci avait commencé à mettre la tête sous l'eau, mais c'est globalement à partir du XIXe siècle qu'on va étudier de manière sérieuse ces modalités de propagation de l'onde sonore dans l'air, dans un air sec, dans un air humide, et sous l'eau. Et dans un air humide, on se rend compte également, et la science montre notamment, que l'onde sonore se diffuse beaucoup plus difficilement, en tout cas moins aisément, dans un air humide, par un temps brumeux ou par temps de pluie. Et vous voyez progressivement où je veux en venir, c'est-à-dire que pourquoi au XIXe siècle on commence à s'intéresser à ces questions-là? Parce qu'on se rend compte que le son peut être un outil de guidage, de repérage, pour ce qui devient un enjeu économique majeur et global, à savoir la navigation en haute mer. Parce qu'à cette époque, le commerce mondial explose, mais également parce que, notamment du point de vue des Européens, cette période qui va de 1850 à 1914 est une période de très forte émigration. N'oublions jamais que si c'est en Europe qu'on s'intéresse à ces questions-là, c'est parce que entre 1850 et 1914, environ 35 millions d'individus partent de l'Europe occidentale, de l'Europe centrale et de l'Europe orientale pour émigrer durablement, notamment aux États-Unis, mais dans une moindre mesure dans ce qu'on appelle les nouveaux mondes, Amérique latine, Asie. En d'autres termes, il devient essentiel de faire en sorte que le son puisse aider à la navigation et au repérage de ces différents navires. Tu sais comment on a mesuré la vitesse du son dans l'eau, dans l'air versus Vas-y, je t'en prie. C'est au bord du lac Léman. On a quelqu'un qui tire un coup de feu en l'air pendant que quelqu'un tape une cloche dans l'eau simultanément. Et de l'autre côté, on mesure à 1 km de l'autre côté du lac Léman à quelle vitesse arrive et l'autre. Et on s'aperçoit en effet que le son aérien se traîne pendant 300 mètres, c'est 3-4 secondes, pendant que le son sous l'eau, la cloche, arrive directement. Donc on s'intéresse à ça et on fait des expériences très très intéressantes et je n'avais pas pensé, c'est très pertinent, c'est parce qu'en effet on a besoin maintenant de savoir à quelle vitesse va le son parce que la navigation a besoin de précision notamment. C'est ça. Ouais. Alors c'est toujours une grande question en histoire de savoir est-ce que c'est l'innovation qui crée le besoin ou est-ce que c'est le besoin qui suscite l'innovation? On verra, sans qu'il y ait de réponse trop tranchée, que évidemment les contextes ou les besoins spécifiques dynamise, booste l'innovation. On parlera tout à l'heure en particulier des 2 guerres mondiales qui ont un rôle considérable dans ce qu'on appelle l'acoustique sous-marine. Alors,
un tout dernier mot, ça n'aurait pas de sens ici de démultiplier les références, mais il y a tout de même un historien dont je ne peux pas ne pas parler, que les plus, j'allais dire, les plus grands lecteurs de la littérature historique connaissent très certainement, c'est Alain Corbin. Alain Corbin, c'est l'historien du sensible par excellence. Il a écrit toute une série de chefs-d'œuvre qui ont profondément révolutionné l'historiographie, disons. Et récemment, alors, il a écrit un ouvrage sur l'histoire des littoraux, qui s'appelle Les territoires du vide. Il a également écrit un ouvrage qui s'appelle Les cloches de la terre, et qui est un ouvrage pionnier dans ce qu'on appelle l'histoire sonore. J'en parlerai tout à l'heure. Mais il a également écrit un ouvrage, alors plus récent, un peu plus méditatif, un peu plus philosophique, qui s'appelle L'histoire du silence. Donc vous voyez, Alain Corbin, c'est une personnalité tout à fait décisive. Juste, je reviens un tout petit peu en arrière avec deux exemples qui nous raccrochent à Matisse et à ce que Jean-Sébastien et Michel viennent de dire. Vous avez deux œuvres ici très intéressantes. On visite aujourd'hui des musées qui sont à peu près vides de son, en dehors des dispositifs numériques qu'on peut aujourd'hui explorer, notamment les applications de visite. Et là encore, on voit des images, en fait, mais qui n'expriment pas forcément la sensibilité des artistes qui les ont peints à l'époque. Et donc deux œuvres emblématiques de Matisse que vous pouvez voir actuellement au musée Matisse, La plage rouge, qui est une œuvre fauve par excellence, et le paysage de Collioure. Aujourd'hui, on a ces deux tableaux, un dessin et une peinture devant nous. Il faut bien s'imaginer que ce qui intéresse Matisse dans sa découverte de la Méditerranée, par exemple en 1905 à Collioure, c'est pas uniquement la lumière, c'est pas uniquement les couleurs, c'est pas uniquement la chaleur, c'est l'environnement global qu'il va y trouver et également l'environnement sonore. Et donc on a bien ici un exemple avec ces sardiniers, avec ces bateaux de pêche. C'est un lieu où il y a une activité de pêche de sardines, d'anchois extrêmement importante. C'est des centaines de bateaux avec des dizaines de marins dessus qui rentrent de la pêche. Donc Matisse assiste à une sorte de ballet complètement insensé, en fait, de plusieurs centaines, voire milliers de pêcheurs qui rentrent de la mer, les femmes qui les attendent, qui chantent des chants catalans. On est à Collioure, qui raccommodent les filets en chantant, etc. Et donc tout ça crée un environnement sensitif extrêmement marqué pour l'artiste. Et quand on demande à Matisse pourquoi tu as peint cette plage en rouge, parce qu'on n'oublie pas, mais on est en 1905, c'est des œuvres qui évidemment défrayent la chronique par leur radicalité et par leur modernité. Et donc Matisse dit lui-même, j'ai essayé de peindre cette plage jaune, de couleur ocre, de la couleur du sable. J'y suis revenu plusieurs jours de suite, j'ai essayé de la refaire en jaune, mais non, je la peins rouge parce que c'est l'expression du sentiment que m'inspire ce bord de mer de Collioure. Et Matisse est un peintre de l'expression du sentiment et pas de la représentation naturaliste du paysage. Et donc c'est important de le signaler. Et donc je vous redonne la parole avec l'Angélus de Millet. Une petite remarque intéressante par rapport à la rumeur et même le bruit de la plage et ses pêcheurs. Rappelons-nous qu'ici, l'opéra tourne le dos aux ponchettes, car aux ponchettes, il y avait les pêcheurs. Et l'opéra et sa musique lui tournent le dos afin que ceux qui vont à l'opéra n'entendent pas et ne soient pas au contact avec la pêche et son bruit. La même chose d'ailleurs pour la promenade sur les ponchettes, qui est une promenade qui permettait aux gens de voir le bord de mer sans se mêler à la population. Alors aujourd'hui, les toits des ponchettes sont fermés, mais quand je suis arrivé dans les années 80, ils étaient encore ouverts et on pouvait se promener sur les petites maisons des ponchettes. Et c'était en effet la promenade qui nous permet de s'élever au-dessus de cette bruissance. Donc aujourd'hui, si on devait refaire l'Opéra de Nice, dans une ville qui aime bien refaire ses bâtiments, j'ai rien dit, j'ai signalé. Je pense qu'on le tournerait de l'autre côté. Je pense qu'on aurait un grand bonheur à accueillir les gens depuis la mer et après les immerger dans la musique.
Mais à cette époque, on avait une autre vision, beaucoup plus séparatiste, entre le littoral ouvrier et le son institutionnel, la musique. Exactement. Là, ce que dit Michel est fondamental dans la mesure où Michel parle comme un historien. Je crois que Michel, en réalité, est historien. Tout simplement parce qu'il existe des environnements sonores, je le disais tout à l'heure, qui s'expliquent, qui s'analysent d'un point de vue politique, culturel, etc. Il est bien évident que l'opéra du 19e siècle est un opéra qui est classiste d'un point de vue social, si je puis dire. L'architecture même d'une salle d'opéra reproduit la hiérarchie sociale. Bon, ce sont des choses très connues. Et il est évidemment impensable que le son de la musique sérieuse, je ne parle pas de la musique de cabaret ou des chants de marins, là. Je parle de la musique sérieuse, considérée comme sérieuse à l'époque, n'avait rien à voir avec, j'allais dire, le vulgus pecum, quoi. Donc il fallait effectivement mettre une sorte de barrière d'étanchéité acoustique entre ces mondes. Et vraiment tourner le bâtiment, là le geste est très fort évidemment. Et ça nous renvoie aussi justement à ce qu'écouter signifie, à ce qu'écouter veut dire. L'écoute dont parle Michel à l'instant, l'écoute de l'auditeur du concert symphonique ou de l'opéra, c'est une écoute qui est conditionnée, c'est-à-dire une écoute qui est éduquée, qui est cultivée. C'est une écoute qui, j'oserais dire, est dressée. Et les signaux que l'auditeur ou le spectateur d'opéra perçoit, ce ne sont évidemment pas des signaux naturels, ce sont des signaux qui deviennent significatifs grâce à la culture. Mais il y a d'autres formes d'écoute. Par exemple, ce qu'on pourrait appeler une écoute distraite. Mais faites-en l'expérience vous-même, lorsque vous sortirez de cette salle, promenez-vous sur la promenade des Anglais ou dans la rue et essayez de voir ce que vous percevez d'un point de vue auditif. Et vous allez percevoir, par exemple, une sorte de bruit de fond. Peut-être même ce bruit de fond, n'allez-vous même pas le percevoir. C'est une écoute que l'on pourrait qualifier donc de distraite, qui va néanmoins conditionner, j'allais dire, votre perception. Si toutefois, dans cette espèce d'arrière-plan sonore, un événement particulier advient, un coup de klaxon, un vélo qui se casse la figure, etc., quelqu'un qui crie, alors votre écoute va passer d'une écoute distraite à une écoute concernée, concentrée. Et si jamais ce son est particulièrement agressif, c'est-à-dire s'il dépasse un certain seuil, en particulier en termes de fréquence ou en termes de volume sonore, même encore, eh bien, l'échelle des décibels, telle qu'elle est représentée ici, va faire en sorte, va permettre d'expliquer pourquoi ce signal sonore deviendra pour vous quelque chose d'intolérable. Et ainsi, on va passer d'un environnement que vous percevez à peine à un environnement sonore qui potentiellement peut devenir agressif. Et de ce point de vue-là, il y a un nouveau mot qu'il est nécessaire de poser sur la table, si je puis dire, qu'on n'a pas encore employé, si ma mémoire est bonne, c'est le terme de bruit. Et qu'est-ce qu'un bruit ? Eh bien, un bruit, d'un point de vue social, c'est un son, mais c'est un son qui n'est pas dressé, c'est un son qui n'est pas façonné. Et la notion de bruit, elle n'a pas toujours été la même. Ce qui est bruit aujourd'hui ne l'est absolument pas, ou ne l'est pas nécessairement il y a 200 ans, et ce qui est bruit pour moi ne l'est pas nécessairement pour vous. On arrive donc à cette espèce de zone intermédiaire entre la physique, l'anatomie, l'ouïe, au sens, j'allais dire, corporel du terme, et le système de représentation, l'éducation, la culture, en d'autres termes. Donc pour un historien, le son, le sonore, l'acoustique, le bruissant, le bruyant, est toujours à la limite entre le scientifique strict et le système des représentations, le symbolique. Et précisément, c'est notamment ce que l'historien Alain Corbin, dont je parlais tout à l'heure, a montré, notamment dans cet ouvrage fondamental qui s'appelle « Les cloches de la Terre ». Et « Les cloches de la Terre », Alain Corbin lui donne un sous-titre particulièrement significatif, « Paysage sonore ». Alors, je ne sais pas si on peut... Voilà, j'avais mis voilà. Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle. Si vous n'avez pas lu ce livre, je vous invite vraiment à le lire. Bon, Alain Corbin est un maître, c'est entendu, mais c'est également quelqu'un qui a une plume extraordinaire. Donc c'est voilà, vraiment quelque chose à lire. Et qu'est-ce que Corbin analyse ? Corbin, c'est un historien tout à fait solide, tout à fait sérieux. Ce n'est pas un artiste, ce n'est pas un créateur, ce n'est pas un poète. Corbin analyse la signification des cloches
dans les campagnes du 19e siècle. Ça veut dire quoi? La signification sociale, la signification politique. Et il met en évidence que ce changement de signification du son d'une cloche montre en réalité des évolutions sociales considérables. Puisque la cloche n'est plus seulement la cloche de l'Église, qui marque les heures du jour en fonction des types de prières, etc., mais c'est une cloche qui progressivement se laïcise. Et c'est une cloche qui n'est plus le clocher de l'Église, mais qui devient le clocher du beffroi. Donc il y a des processus sociaux-politiques qui sont en œuvre et que Corbin analyse avec le sonore. Il rappelle d'ailleurs que au moment où la cloche a une signification religieuse et forte, la Révolution les confisque. Les confisque et les moines souvent cachent les cloches à l'intérieur des édifices, les enterrent pour les ressortir plus tard. Mais la densité des cloches, il rappelle, dans une commune, était si intense qu'en fait, on avait des cloches en continu. En ce moment, on les entend aux heures et au service du dimanche. Mais à l'époque, les cloches, il y avait les cloches des églises, les cloches des moines, comme on appelle ça, des monastères. Il y avait des cloches d'appel, tout simplement fonctionnelles. Et c'était un monde qui était... Alors qu'aujourd'hui, on croirait que le silence a été... Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de bruit, et dans le temps, il y avait un beau silence qui régnait sur les campagnes et sur les villes. Non seulement il y a les charrettes, il y a les bruits de la rue, etc., mais surtout, il y a cette orchestration significative des cloches, qui est un langage finalement assez universel, parce que les gens savaient très bien que ce timbre-là était le timbre d'une office, et ce timbre-là était le timbre d'une alerte. Donc il y avait vraiment un vocabulaire des cloches, et j'ai été moi aussi émerveillé. J'ai lu cet ouvrage un peu quand il est sorti, au hasard, parce que je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'il faut vraiment le lire, et ça se lit comme de la littérature, hein, ça se lit avec plaisir. Ouais. Alors, d'un chef-d'œuvre l'autre, si je puis dire, oui. il y a une autre référence qu'on ne peut pas ne pas évoquer ici. C'est justement l'inspiration directe d'Alain Corbin lorsqu'il utilise la notion de paysage sonore. Cette notion de paysage sonore, on la doit à un certain nombre de chercheurs, mais à un en particulier, qui est un chercheur canadien. Enfin, il est compositeur, il est écologue, très intéressé justement après Rachel Carson, par exemple, aux questions environnementales. Et il s'appelle R. Raymond Murray Schaeffer. À ne pas confondre avec Pierre Schaeffer, hein, qui est l'autre Schaeffer des questions acoustiques et sonores. Exactement. Et donc ce R. Murray Schaeffer, en 1977, publie un ouvrage qui a vraiment fait date et qui s'appelle The Tuning of the World, c'est-à-dire l'harmonisation du monde. Vraiment, mais l'harmonisation, je ne sais pas s'il y a des violoncellistes ou des violonistes parmi vous, vraiment harmonisation dans le sens, on essaye de tuner, c'est-à-dire d'accorder voilà, le violon. Eh bien, Schaeffer s'intéresse à accorder le monde. Et dans cet ouvrage, il forge un concept, en tout cas, il contribue à largement populariser un concept qui est celui de paysage sonore. Et comment est-ce qu'il analyse le paysage sonore? J'ai essayé ici de vous en donner, de schématiser un peu le modèle schaefferien du paysage sonore. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Le paysage sonore pour Schaeffer, ce qui est très important, c'est que c'est un paysage qui est perçu par vous, en tant qu'individu, ou par nous, ici, en tant que groupe. C'est-à-dire que Schaeffer s'intéresse à la perception individuelle de l'environnement sonore. Et ça rejoint globalement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'il appelle un arrière-plan sonore, qui est ce complexe acoustique que l'on perçoit de manière plus ou moins consciente ou plus ou moins directe. Il existe également des signaux, ce que j'évoquais tout à l'heure, plus ou moins bruyants, plus ou moins violents, qui va changer notre perception de l'environnement sonore. Et puis il existe ce qu'il appelle les empreintes sonores, c'est-à-dire un type de son qui a, pour un individu ou pour un groupe d'individus dans un contexte donné, une signification symbolique particulière. Et là, on retrouve les cloches d'Alain Corbin, par exemple. Et pour les historiens ou pour les chercheurs en sciences sociales qui s'intéressent au sonore, Schaeffer, c'est un pionnier, son ouvrage est fondamental, mais il y a une limite, dans la mesure où Schaeffer essaye d'analyser ou de déconstruire une écoute individuelle.
Et il y a d'autres chercheurs qui ont tendu à développer cette notion de paysage sonore en le complexifiant et en essayant également de le décentrer. Je n'oserais pas dire de le déshumaniser, mais de ne pas seulement prendre en compte l'écoute d'un individu ou d'un groupe humain à un moment donné. Et vous avez notamment la pensée d'un autre pionnier de l'enregistrement et de l'écoute, qui est Bernie Krause. Et Bernie Krause, lui, utilise cette notion de paysage sonore, mais en le rendant beaucoup plus complexe, comme vous pouvez le voir. Il va notamment montrer qu'il existe plusieurs types d'environnements sonores. Il y a d'abord ce qu'il appelle, vous le voyez, si tu appuies sur les trucs, ça devrait apparaître, voilà. Il y a d'abord ce qu'il appelle la biophonie. La biophonie, c'est l'ensemble des signaux acoustiques qui sont produits par le vivant, par les êtres vivants, animaux ou végétaux, mais qui ne sont pas humains. Il y a également ce que Bernie Krause appelle géophonie, c'est-à-dire les bruits faits par l'inerte, mais l'inerte en mouvement. Le bruit de la terre, le bruit de la mer, etc., le bruit de la terre qui craque, par exemple. Et il y a bien sûr ce que Bernie Krause appelle anthropophonie, c'est-à-dire le son de l'anthropocène, si je puis dire, le son des sociétés humaines, le son de l'industrie, le son de l'artisanat, bref, le son de l'activité humaine qui, et c'est là tout l'enjeu de Bernie Krause, va progressivement, cette anthropophonie, devenir de plus en plus assourdissante, de plus en plus puissante, de plus en plus forte, et dérégler ce qu'il appelle le biome, c'est-à-dire l'harmonie entre ces différentes sphères acoustiques. Et vous avez en gros ce qu'il appelle la cacophonie anthropique, qu'il caractérise comme une pollution sonore des sociétés humaines, et c'est ça précisément que Bernie Krause analyse. Et vous voyez que le modèle de Bernie Krause, qui emprunte à Schaeffer, mais le rend plus complexe, le problématise davantage, si je puis dire. Et donc c'est, de mon point de vue, un modèle qui est tout à fait intéressant. Bon, je poursuis. Si on suit le travail de Bernie Krause, il est évidemment question d'analyser les sociétés humaines, pas seulement par elles-mêmes et pour elles-mêmes, c'est un peu le travers des historiens, mais de plus en plus, nous autres les historiens, on fait ce qu'on appelle de l'histoire environnementale. Ce n'est pas de l'histoire naturelle, de l'histoire environnementale, c'est-à-dire de l'histoire qui s'intéresse aux interactions entre les sociétés humaines et ces différentes sphères qu'on a évoquées tout à l'heure. Bon. Eh bien, cette histoire environnementale par le sonore, elle peut par exemple permettre de documenter de manière tout à fait nouvelle, renouvelée si je puis dire, des choses qu'on connaît bien par ailleurs, par exemple l'activité des pêcheries. L'activité des pêcheries, j'allais dire de la proto-histoire jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à la phase d'industrialisation. Et vous avez par exemple, alors pas seulement des historiens, mais vous avez une anthropologue formidable qui s'appelle Hélène Artaud. De la même façon, si vous ne connaissez pas ses travaux, je vous invite, vous voyez la publicité de mes collègues, lisez les travaux d'Hélène Artaud, qui s'est beaucoup intéressée, qui a beaucoup travaillé justement sur la culture acoustique, la culture sonore des sociétés de pêcheurs. Alors, c'est une anthropologue, elle travaille sur le temps présent, mais elle a par exemple montré que quelque part en Mauritanie, on enseignait aux jeunes pêcheurs à reconnaître les bruits que faisaient les bancs de certains poissons. Et on apprenait également à ces jeunes pêcheurs à arrêter de faire du bruit, c'est-à-dire à rendre la société la plus silencieuse possible quelques semaines avant que les grandes migrations de poissons n'aient lieu. Pourquoi ? Tout simplement pour ne pas perturber le biome acoustique de ces bancs de poissons. De façon, puisqu'on apprend à les connaître, de façon à pouvoir mieux les pêcher et à ne pas perturber le cycle de la migration des poissons. Hélène Artaud montre également que dans d'autres sociétés, tu en parlais tout à l'heure dans ton propos introductif, on crée des artefacts. Alors on crée des artefacts, des outils, mais on crée également des artefacts sonores. Les fameuses appos, par exemple, ou en gros les leurres acoustiques, de façon à pouvoir attirer, par exemple, des bancs de poissons. Ou au Japon, je ne parle pas de la pêche industrielle, mais à partir du XVIIIe, XIXe siècle, au Japon, de façon à perturber l'environnement acoustique des cétacés, des baleines que l'on commence à chasser de manière de plus en plus massive, eh bien, on immerge de gigantesques trompettes qui créent, je reprends le terme de Bernie Krause, de la cacophonie acoustique, de façon à, justement, mieux pêcher les baleines ou pêcher plus facilement ces cétacés en n'ayant
perturber leur système acoustique, si je puis dire, leur environnement acoustique. Donc vous voyez que faire en réalité de l'histoire acoustique, ça revient à faire de l'histoire interdisciplinaire, à échanger avec beaucoup de plaisir avec des compositeurs, des spécialistes du son, mais également à travailler avec toutes les sciences humaines, mais également à travailler avec des spécialistes qui n'ont rien à voir avec l'histoire, qui sont par exemple des bioacousticiens, des spécialistes des cétacés. Bref, cette histoire-là ne peut être faite que dans le cadre de l'interdisciplinarité. Il y a un lien, bien sûr, avec ce que tu viens de dire, mais me faire voir aussi que capter le son, c'est pas uniquement ouvrir un micro, c'est se placer face à la source sonore avec ce micro. Je vais vous dire une petite chose qui m'est arrivée. Je commence à m'intéresser assez récemment, il y a une dizaine d'années, un peu moins, 8 ans, à l'enregistrement des cétacés. Jusqu'alors, les gens me disaient « Oh, tu fais de la musique sous l'eau, donc tu mets des sons de baleine. » Non, je ne mets pas des sons de baleine tout de suite. C'est redondant, mais non, puis sans les baleines, c'est pas mon truc. Sauf que je suis invité à l'île Maurice avec un caméraman formidable qui a fait le film Océan, notamment René Euzet. Et il me dit, je t'amène voir les cachalots. Alors je vais à Ifremer, à Brest, et je dis, vous pouvez me faire écouter des sons de cachalots? On me dit, oui, ils font des clics. Des clics. Un cachalot, 25 mètres, 50 tonnes, il fait un clic, vous êtes sûr? Il me dit, oui, écoutez. Attends. Non, ça n'a aucun rapport, c'est pas l'échelle. Il était où, votre micro? On ne sait pas, on le met pas dessus. On le descend du bateau et on enregistre. Non, mais je dis, il est peut-être à 10 km, à 100 km. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est un son de cachalot. J'ai dit non, il n'y a pas de son absolu cachalot. C'est comme il n'y a pas une photo universelle d'une ville. On la prend d'une rue, on la prend d'une altitude, mais il n'y a pas une photo de ville comme ça. Et c'est là où je me suis aperçu que depuis des années, on croyait que les cachalots faisaient des clics alors qu'ils font des explosions qui font 220 dB. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis équipé comme les caméramans avec des micros sous-marins. Je suis allé avec les caméramans devant les cachalots. Quand je dis devant, c'est-à-dire à 10 mètres. Parce que les cachalots ont longue mémoire et connaissent ces caméramans-là et donc ne sont pas effrayés. Et là, j'ai enregistré des explosions. Et je me suis aperçu aussi que c'était extraordinaire, les cachalots n'avaient pas un langage linéaire, c'est-à-dire que beaucoup de gens, encore aujourd'hui, disent que les cachalots, ok, ils ne font pas des clics, ils font des explosions. Mais ces explosions ont une signification, et là, ils anthropomorphisent. Ils disent, voilà, quand ils font 9 clics, ça veut dire ceci, quand ils font 3 clics, ça veut dire cela. Je dis, mais non, c'est pas du mort, c'est pas... Et puis, ils n'ont pas peut-être une audition linéaire, ils n'écoutent pas les sons un derrière l'autre comme nous, ils écoutent peut-être des globalités. Alors, j'ai ouvert en studio, alors je n'ai pas cet extrait-là aujourd'hui, j'ai ouvert un de ces sons. Et je me suis aperçu que dans un son, il y en avait 10 autres. Ah bon, en ralentissant, on voyait qu'un son... en fait, contenait d'autres sons. Après, j'ai ouvert chacun de ces 10 sons, il y en avait encore une dizaine dedans. En fait, un système fractal, quand un cachalot envoie un boum, à l'intérieur, il y a des centaines de sons. Et il est évident qu'en fait, ils s'envoient entre eux des capsules qui rassemblent énormément de sons dans un temps très court et qu'ils ont le cerveau pour le décompresser, pour l'ouvrir et lire à l'intérieur de l'autre côté. C'est-à-dire un truc qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire l'écoute par paquet global qu'on redéploie après mentalement. Un jour, peut-être qu'on saura faire ça, que les gens vont parler sous forme de capsule sonore, vous ferez un boum, et dedans, votre cerveau va ouvrir et voir qu'il y a des phrases entières. Alors, cette démonstration, je l'ai faite, depuis elle a été validée, et mes sons servent à de l'intelligence artificielle aujourd'hui pour pouvoir voir le nombre de codes qu'il y a dans une seule pulsion de cachalot. Ce qui explique maintenant, resitue, pardon, explique rien, mais resitue ce qu'on va voir. J'ai fait pareil avec les baleines à bosse et je suis allé les enregistrer au-dessus d'elles pour être avec elles. Et donc, elles sont 6-7 mètres au-dessous de moi. Et je tiens à avoir le micro à la main et d'être dans l'eau parce que je ne suis pas un chasseur de son. Un chasseur de son se cache
avec des micros qu'on a dit paraboliques, c'est-à-dire ça ressemble à des micros militaires avec des sortes de parapluies qui captent le son. Je trouve que c'est idiot, c'est comme ceux qui feraient de la photographie de la nature avec des zooms. Si on enregistre la nature, il faut être dans la nature, avec la nature, et je dirais dans la respiration et dans le tempo de la nature. À ce moment-là, mentalement, on est à la juste place. Autrement, on est des voleurs de son, des capteurs, ce qu'on appelle chasseurs de son. Ce terme est tellement nullissime qu'il dit bien tout. Tout le problème, il manquerait plus qu'on chasse le son. Et pourtant, pendant longtemps, ça a été l'idéologie de chasseur de son. Alors, vous allez me voir là, avec une petite équipe, je suis au-dessus des baleines et je vais vous dire encore autre chose. Les baleines, dans la langue française, sont féminines. De fait, en anglais, elles n'ont pas de genre et il s'agit bien, le chant des baleines, ce sont des chants de mâles. C'est à peu près l'équivalent des chants de cerfs sur Terre, c'est des chants d'appel pour leurs partenaires. J'appelle ça des baleines barytons parce qu'elles vont d'une sorte de très grand grave jusqu'à des aigus très, très hauts. Et je suis allé enregistrer ces baleines barytons à Moorea. On reparlera de Moorea car c'était une île qu'a fréquenté Matisse. Voilà, donc j'annonce un prochain truc. Voilà. Il y en a pour 2-3 minutes avec cette captation de son de baleine à bosse. Franck, peut-être un peu plus de son pour qu'on soit à la dimension acoustique des baleines. Voilà, ça c'est un hydrophone, c'est-à-dire c'est un micro au bout d'un fil que l'on plonge dans le grand bleu. Alors moi je suis pas dans un bateau, je répète, je suis en surface. Et c'est une position obligatoire parce que les conservateurs des animaux ne veulent pas qu'on plonge devant les animaux pour ne pas les effrayer. Voilà. Voilà quelques sons de baleines. Alors les sons de baleines, ils ont plusieurs variations. On les entend souvent avec de l'écho. C'est réel, ces échos existent vraiment. Mais là, comme je suis très proche, donc il n'y a pas de phénomène de rebond du son, il n'y a pas de phénomène d'écho. Donc on a un son qui est très proche, qui est puissant. Et c'est ce que vous venez d'entendre, qui est une baleine donc à bosse polynésienne commune, on va dire. Voilà. Là, on a vu en fait une mère et son baleineau, pour ça qu'il y a des tailles différentes. Moi, ce que tu viens de montrer, ce que tu viens même de dire, là, c'est pas la première fois que tu me racontes cette histoire-là, et je la trouve toujours aussi fascinante, quoi. Le fait, ce mode de communication qui jusqu'alors était inconnu, quoi. Je précise que les baleines à bosse, c'est linéaire. Hein, les explosions, c'est vraiment le cachalot. C'est vraiment le cachalot. Le cachalot, ouais. Et ce qui m'intéresse en particulier dans tout ça, c'est que ça confronte les sociétés humaines, les hommes, face à leur propre ignorance et face à leur propre ignorance des phénomènes acoustiques. Et justement, faire cette histoire sonore dont on essaie de parler aujourd'hui, c'est aussi se confronter ou confronter les sociétés à ces phases de sortie de l'ignorance. Donc vraiment à croiser l'histoire des découvertes scientifiques avec cette connaissance du milieu acoustique. Et le dispositif que tu mets en évidence là, c'est-à-dire l'hydrophone, c'est globalement
voilà, il y a également une histoire à écrire, ou qui a partiellement été écrite d'ailleurs, hein, de ce qu'on appelle précisément cette acoustique subaquatique, c'est-à-dire les outils que tu développes toi-même, avec lesquels tu travailles, les personnalités, les ingénieurs avec lesquels, les scientifiques avec lesquels tu travailles, ont vu leur discipline se forger progressivement au cours du siècle. Le plus dur, c'est de se taire. Je peux parler en connaissance de cause, mais justement, je vais dire un paradoxe. On parle trop du chant des baleines et d'un langage, un vocabulaire. Il y a beaucoup de gens qui disent ils font des mélodies qu'on retrouve chaque année, et chaque année ils les varient, et on en trouve en phys, comme tu dis, énormément. Je pense que mon appréciation personnelle, c'est qu'on ne saura jamais, d'une part. D'autre part, que peut-être qu'il y a des chants d'exaltation, comme le rossignol, la nuit devant la lune, que la nature, lorsqu'elle est imprenable, lorsqu'elle n'est pas menacée, lorsqu'elle est en haut de la chaîne, et que, sauf pendant un siècle, la baleine était chassée, mais elle ne l'est plus par bonheur, ou très peu, l'expression sonore des animaux peut être un hymne à l'exaltation de la vie, point barre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours croire que tout ce qui fait du son fait communication. Qu'un animal a le droit, comme un être humain, d'avoir le plaisir de chanter parce que ça lui fait plaisir. Et parce que surtout, on le voit avec les oiseaux, lorsqu'ils ont, même les goélands ici, chez nous, le soir, vous avez peut-être remarqué qu'il y a 2 goélands. Il y a celui qui crie pour voir son poisson à la place Saint-François, et puis il y a celui qui, le soir, plane dans une sorte de méditation. Tous les goélands, le soir, font des choses qui sont merveilleuses, c'est-à-dire qu'ils étendent leurs bras, oui, leurs ailes, et volent en envoyant quelques sons. Pareil, je regardais les martinets passer à toute vitesse. Quelquefois, le son animal est un son d'exaltation et pas spécialement un vocabulaire. Ça me paraît évident avec les martinets, on voit bien que ce sont des cris de joie. On voit que c'est des jeux, c'est ludique. Et je pense qu'il faudrait de temps en temps être un peu plus modeste. Tout ce qui sonne n'est pas signifiant, et c'est peut-être une déviation de notre écoute humaine, je pense. Voilà. Donc je pense que le son des baleines va rester longtemps mystérieux. Et même si je disais tout à l'heure que les sons des cachalots étaient des capsules retenant d'autres formes de sons à l'intérieur, donc une sorte de système gigogne, là, c'est peut-être un peu plus précis. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est parce que ce sont des grands chasseurs. Ils doivent descendre à 3 km dans les abysses. Et c'est comme une forme de sonar. En envoyant des booms et des clics, ils savent s'il y a un obstacle, s'il y a un poulpe géant ou s'il y a un sol vers lequel ils arrivent. Donc là, ils sont plutôt dans de la détection. Mais dès qu'on arrive à des formes où il y a un allongement temporel de ce que les gens vont appeler un chant, une mélodie, etc., on est peut-être dans des choses qui ne sont pas du vocabulaire. Et ça serait redonner à la nature aussi sa part d'esthétique, de beauté. Est-ce que on se pose la question pour la couleur des papillons, etc. Est-ce que tout est signal vers l'autre, ou est-ce que quelquefois la couleur et le son peut être un signal que la nature a de l'imagination et qu'elle peut faire aussi des choses qui ne sont pas toujours fonctionnelles? Parce que c'est peut-être un mystère pourquoi il y a des signaux fonctionnels, musicaux notamment, sonores par exemple, et pourquoi d'autres ne seraient pas fonctionnels. Vaste question. Autant philosophique. Non, mais c'est une vraie question. Non, c'est parce qu'il y a eu abondance de bêtises dites sur le chant des baleines. Ça m'a beaucoup énervé à un moment. Les gens les ramenaient toujours vers... ils chantent, en gros, les baleines chantent comme nous. Elles ont des grands chants qui sont langoureux et planants et mélodiques. Et on sent qu'on tire la queue de la baleine vers nous, alors qu'il faudrait la laisser aller vers son propre imaginaire. C'est des êtres qui ont autant d'intelligence que nous, bien sûr, on le sait. Une autre forme S'ils sont aussi intelligents que nous, donc ils doivent savoir faire des sons gratuits et des choses qui sont qu'ils font pour leur plaisir. La nature peut prendre peut-être du plaisir avec le son. Alors, en tout cas, une belle leçon pour les historiens qui sont un peu anthropocentrés, ou en tout cas qui s'intéressent essentiellement. Mais ce que tu dis là est
est absolument essentiel, en particulier pour celles et ceux qui cherchent à écrire une histoire environnementale, précisément. Une histoire environnementale, elle ne peut pas se faire uniquement du point de vue anthropocentré. Il faut évidemment, devenir étranger à soi-même pour essayer de comprendre ce qui se passe par ailleurs. Bon, il nous reste encore un peu de temps, Aymeric ? Une dizaine de minutes, oui. Bon, on peut aller à l'essentiel. Moi, j'avais pas mal de choses à vous raconter, mais voilà, l'essentiel peut-être. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est l'innovation qui crée le besoin ou est-ce que c'est le contexte historique qui suscite l'innovation ? Il se trouve que à partir du milieu du 19e siècle, le phénomène dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la massification des circulations des grands navires, notamment transatlantiques, etc., a rendu absolument nécessaire l'amélioration des dispositifs de détection. Et des détections en particulier d'icebergs. Et les grands naufrages, alors là vous avez une représentation très fantasmagorique, hein, en tout cas c'est une vue d'artiste. Personne n'a eu le temps sur les bateaux de croquer comme ça le naufrage du Titanic en avril 1912, mais il se trouve que ces grands naufrages, le Titanic étant l'un des plus célèbres, hein, de la navire de la White Star Line, vous saviez que le Titanic comme l'Olympique on en avait fait la promotion, la White Star Line en avait fait la promotion comme indiquant que c'était des navires de luxe, etc., qui reproduisaient d'ailleurs la hiérarchie sociale en fonction des différents ponts, et puis qui avaient évidemment la caractéristique d'être insubmersible. Bon, ce caractère insubmersible, il a fallu le négocier après le naufrage catastrophique d'avril 1912. Et bien précisément, dans les années qui précédaient, on avait largement commencé à investiguer ces possibilités techniques et scientifiques de détection, notamment subaquatique, des dangers, mais le naufrage du Titanic a joué un rôle tout à fait essentiel dans tout cela, et notamment a permis progressivement, là je vais vraiment, puisqu'il nous reste peu de temps, à très grands traits, mais a notamment permis, à travers des figures telles que Paul Langevin, entre autres, le français Paul Langevin, et d'un centre qui s'appelle le Centre d'études maritimes, qui a été créé à Toulon, quelques encablures, si je puis dire, d'ici, et qui a été voulu par le ministère, par le gouvernement français, à l'époque d'Aristide Briand, pour justement développer une connaissance scientifique et une connaissance technique qui pourrait être mise à profit de la navigation civile, commerciale, mais également de la navigation militaire. Et il va de soi que les différents travaux, ceux de Paul Langevin, entre autres, ont progressivement conduit à mettre en place ces modalités de détection, notamment les détections des ondes à infrason, des infrasons, pardon. Et la période de la Première Guerre mondiale a été un moment séminal, fondamental, dans le développement de ces technologies. On pense d'ailleurs souvent à cette technique qu'on appelle le sonar, hein, c'est un acronyme anglais, Sound Navigation and Ranging, et on associe le développement du sonar à la technologie états-unienne et la Seconde Guerre mondiale. En réalité, c'est avec la Première Guerre mondiale, non pas le sonar, mais que ces premiers modèles de détection ont été mis au service des armées, et notamment des armées alliées, en particulier dans le cadre de cette guerre que vous connaissez tous, de cette fameuse guerre sous-marine qui était menée par les armées du Kaiser Guillaume II, hein, et donc c'était devenu une nécessité. Bon. Si on associe le sonar, le développement du sonar aux États-Unis, c'est également parce que l'entrée en guerre des États-Unis, cette fois lors de la Seconde Guerre mondiale, après Pearl Harbor, en décembre 1941, a conduit le gouvernement fédéral à investir des milliards dans la recherche et développement scientifique à des fins militaires. Alors évidemment, on se souvient du projet Manhattan avec le nucléaire, et le nucléaire militaire, le développement de la bombe atomique, mais le développement de l'acoustique subaquatique a été tout à fait considérable à partir de cette époque-là. Ce qui est vrai également de la période qui suit immédiatement la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les premières années de la guerre froide, précisément parce que dans cette phase d'escalade de la violence entre les deux blocs qui étaient en train de se constituer, on a développé des sous-marins nucléaires
à cible stratégique qui ont conduit non seulement à déployer ces techniques-là, mais également à changer la signification et les usages du sonar. Le sonar ne permettant plus seulement de détecter un éventuel danger à quelques encablures, mais permettant surtout de cartographier et de maîtriser de vastes territoires subaquatiques. Donc avec la guerre froide, il y a un changement, j'allais dire, tactique, stratégique de ces modes de détection subaquatiques. Et peut-être pour rapidement, voilà, vous avez une image de ces ports industriels qui se déploient dans le dernier tiers du 19e siècle. Vous avez ici Liverpool. Pourquoi est-ce que je montre Liverpool? Parce que, vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure, entre 1850 et 1914, 35 millions d'Européens quittent le continent pour aller, ils partent des grands ports, et Liverpool a conduit près de 20 millions d'Européens, selon les estimations des historiens, c'est-à-dire pratiquement les 2 tiers de ces flux sortant de l'Europe. Bon. Eh bien, il va de soi que ces ports industrialisés sont des ports qui sont en pleine mutation et que ce sont des espaces bruyants. Ce qui les rend bruyants, c'est leur caractère industriel, mais ce qui les rend bruyants également, pour les historiens, c'est toutes les langues qui y sont parlées. C'est tous les champs qui y sont développés, etc. Donc ces espaces bruyants industriels sont également des espaces culturels. Et ces territoires que sont les docks, qu'on appelle en anglais les docklands, sont puissamment des objets d'histoire culturelle qu'il faudrait pouvoir analyser à travers le temps. Et puis, peut-être, je terminerai là-dessus, cette première partie du propos, ces espaces portuaires, industrialisés, bruyants, progressivement, à mesure notamment que ceux qu'on appelle les médecins hygiénistes commencent à s'intéresser aux conséquences de ce bruit industriel, de ce bruit urbain sur les individus, eh bien on se rend compte que ce bruit urbain, cette cacophonie urbaine, et notamment sur les zones littorales, il faut réussir non seulement à les caractériser, mais à les caractériser pour les dompter. Et donc progressivement, à partir, on va dire, du début du XXe siècle, dans le premier tiers du XXe siècle, vous avez des systèmes de législation qui se mettent en place. Alors là, je quitte le port industriel de Liverpool pour vous montrer un document d'archives qui date de 1930 et qui concerne un autre grand port global, New York. Et voilà comment les services de santé de la ville de New York donne à voir un rapport qui a été commandé par la ville du Grand New York en 1930 et qui est intitulé City Noises, c'est-à-dire les bruits de la ville. Vous voyez que ce schéma crée des typologies, les grands types, les grandes catégories de bruit, et une fois qu'on a identifié ces grandes catégories de bruit, qui sont d'ailleurs, vous le voyez, considérées ici comme des nuisances, il y a bien vraiment cette vision hygiéniste derrière tout cela, eh bien on a légiféré de façon à réduire ces bruits, de façon à faire en sorte que l'on passe d'un phénomène acoustique plus ou moins maîtrisé à un phénomène acoustique politiquement normé. Donc la normalisation, la législation du bruit, eh bien, elle aussi a son histoire, elle se fait progressivement dans le premier tiers du XXe siècle. On peut peut-être passer rapidement sur ces voilà, ça j'y tiens beaucoup. Ça fait plusieurs fois que j'utilise cette archive, j'y tiens énormément. Et vous allez voir pourquoi c'est particulièrement... On arrive à Michel très progressivement. Jacques Tati, Les vacances de Monsieur Hulot, c'est une des premières scènes du film, tout à fait caractéristique, l'entrée des trains dans la gare d'Argentan. Je n'en dis rien, je vous rappelle, enfin je vous laisse avec Jacques Tati.
tout est bien qui finit à peu près bien. Alors précisément, cet extrait de Tati, voilà, on en arrive à son terme. Donc, on retrouve là le génie de Tati dans le caractère hyper chorégraphié, hyper également, là pour le coup, sonore de son cinéma. Mais qu'est-ce que Tati nous dit? En plus, juste par parenthèse, 1953, c'est intéressant, le cinéma s'intéressait décidément beaucoup au son à cette époque-là. C'est 3 ans avant Cousteau et le monde du silence. Bon. Qu'est-ce que nous dit Tati? Il nous dit tout simplement que la gare, qui est le parangon de l'industrialisation, le parangon de la transformation du monde à partir du 19e siècle, est un espace qui est devenu totalement, non seulement assourdissant, cacophonique, mais qui surtout est un espace devenu absurde. Absurde pourquoi? Parce que la signalétique ou la signalisation, bref, ce qui devrait être significatif, compréhensible, est totalement immaîtrisé. En d'autres termes, Tati nous explique que les gares, en tout cas la gare d'Argentan en 1953, est un espace qui ne fait plus sens, qui est absurde au sens strict du terme. Et ça m'intéressait de faire ce clin d'œil à Tati parce que précisément, il pose alors avec, je ne sais pas moi, 20 ans d'avance peut-être, ce que d'autres, 20 ans plus tard, vont prendre en charge. On parlait de Murray Schafer tout à l'heure, on parlait également de Michel qui en a fait, j'allais dire, une partie de son œuvre et de son travail, eh bien, des individus qui se sont mis à considérer qu'on pouvait imaginer une grammaire qui permette de donner du sens à l'espace, mais qui ne soit pas une grammaire visuelle, qui soit une grammaire acoustique. Et parmi ces pionniers, alors il n'est pas le seul, Michel a travaillé, on parlait tout à l'heure du tram ici même, vous en avez un qui s'appelle Louis Dandrel, qui est quelqu'un d'une très grande importance, qui a été directeur du monde de la musique, etc., compositeur, mais qui a également été mandaté par la SNCF pour créer ce qu'il appelle le sonal. Alors vous avez le sonal initial, qui est le premier de 2005, qui est le sien, je ne sais pas si on peut l'écouter, bon c'est pas absolument décisif, ouais. Si tu peux, Émeric, te mettre sur la... sur le petit... Ouais, c'est une petite vidéo. Voilà, parfait. Le sonal de 2005, Louis Dandrel. Et le sonal actuel que vous connaissez. Bon. En d'autres termes, il s'agit de créer une grammaire acoustique qui permette de donner du sens à cet espace qu'est la gare. Pourquoi je parle de Louis Dandrel ici? Parce que précisément, Louis Dandrel, il a été en charge à La Rochelle en 1980 et chargé notamment par Alain Durel, qui était le directeur de ce festival. Le festival en question, ce sont les rencontres internationales d'art contemporain de La Rochelle. Eh bien, il a été chargé de créer un événement dans l'événement qui s'appelait les États généraux du bruit. Alors le terme lui-même, l'expression elle-même est formidable, il y a un côté révolutionnaire, il y a un côté 1789, on était 200 ans plus tard, mais il s'agissait précisément, parce que Dandrel, mais Michel également, qui a participé aux États généraux du bruit, étaient, tu l'as rappelé tout à l'heure, des lecteurs de Murray Schafer. Et Dandrel a été le traducteur français pour Lattès, pour Jean-Claude Lattès, du bouquin de Murray Schafer. Eh bien, Tuning of the World, 1977, traduction française, 1979, États généraux du bruit de La Rochelle, 1980. Donc on est dans une quasi-immédiateté là. Et il s'agissait de faire quoi? Il s'agissait tout simplement de rassembler des sociologues, des géographes, des compositeurs, des musiciens, des hommes politiques, des syndicalistes, des enseignants également, pour réfléchir à ce qu'écouter voulait dire. Et pour éduquer les enfants, mais éduquer également les ouvriers des usines Alstom, éduquer également les dockers du grand port industriel de la Palisse à leur propre environnement sonore, pour comprendre dans quel contexte ils travaillaient, mais pour également voir quels pouvaient être les dangers de cet environnement sonore, et en particulier dans les usines Alstom ou dans le port industriel de la Palisse. Et en chaudronne encore. Chaudronner veut bien dire travailler le métal avec un maillet, en chaudronner les TGV à la main, comme depuis l'Antiquité.
C'est-à-dire que le galbe des TGV à l'époque, aujourd'hui c'est pas fait comme ça, mais le galbe des TGV était martelé à la main. Et en 81, les ouvriers viennent faire état des maladies qu'ils ont, des surdités qu'ils ont, de l'épuisement acoustique dans ces usines Alstom. Et j'étais moi-même effaré de ça. C'était extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y avait les syndicalistes aussi. Oui. Exactement. Et alors, rapidement, quelques documents, je ne sais pas si on les... Bon, ça, on peut passer. Bon, voilà, vous avez justement des comités d'hygiène et de sécurité qui sont invités à des séminaires, à des conférences. Il est évident que ce qui se passe à La Rochelle, les patrons, le patronat, etc., ne voient pas nécessairement ça d'un bon œil. Ce qui est le plus étonnant, en tout cas, moi, quand je travaille sur les archives des États généraux du bruit, là, ce que je comprends, c'est que, a priori, là où les choses ont été les plus difficiles à faire passer, c'est pas au port industriel de la Palisse, c'est pas dans les usines Alstom, c'était dans le tertiaire. Et c'était en particulier dans les banques. Parce que on ne voulait absolument pas entendre le fait que quand vous étiez un banquier ou j'allais dire un spécialiste du tertiaire, j'allais dire un gras de papier, bon, le terme est... mais qui travaillait toute la journée avec les premiers ordinateurs ou avec les machines à écrire, etc., il y avait également un épuisement acoustique dont tu parlais, qui devait être pris en compte dans les conditions de travail. Les fameuses imprimantes à aiguille. Et donc, il y avait également cette pollution sonore dont on parlait à La Rochelle. Et encore deux petits documents et ensuite je me tais. Ben voilà, vous aviez également, je vous parlais tout à l'heure de convoquer des scientifiques, eh bien, il y avait des rapports dans lesquels on apprenait aux ouvriers, par exemple, à comprendre comment fonctionnait leur appareil auditif, de façon parce que l'oreille était désormais perçue comme un outil de travail, et un outil de travail qu'il fallait préserver. C'est pour cela également que les patrons ne voyaient pas nécessairement toutes ces discussions d'un mauvais œil, parce que c'est également préserver l'outil de travail de l'ouvrier. En tout cas, c'est ce que les archives montrent. Il n'y a pas vraiment d'opposition massive. Voilà également, juste voilà, des grilles qui permettaient, dans les écoles primaires et dans les collèges, de faire comprendre aux enfants quel était leur environnement acoustique. C'est-à-dire qu'on emmenait les enfants dans des déambulations, alors vous le voyez, hein, près de la mer, à la sortie de l'école, à la plage, au manège, lorsqu'on joue au ballon dans la cour, et on apprenait de façon assez scientifique en réalité à caractériser et de façon assez fine, hein, comme vous pouvez le voir, ce signal sonore auquel ils étaient confrontés. Alors, le manège, dans le Vieux-Port, en février 1982, définition, musique, orgue de barbarie, cliquetis du manège, cris et voix des enfants, manège de chevaux de bois. Bon, voilà, donc on avait... Est-ce que ça caractérise la ville? Non. Est-ce que ça représente La Rochelle? Oui. Là, on est très clairement dans du qualitatif, hein, dans de la représentation, dans du symbolique. Influence de l'architecture? Non, car c'est une place ouverte. Le port est à côté d'un square. Donc vous voyez que ces éléments de caractérisation, ça relève vraiment de cette écoute conditionnée dont on parlait tout à l'heure, de cette écoute qui est cultivée, si je puis dire. Prendre connaissance de cet outil extraordinaire qu'est l'écoute. Bon, et puis là, je vais laisser la parole à Michel, parce que ben voilà, Michel, on a commencé à échanger, précisément quand j'ai commencé à travailler sur les RIAC, et Michel a bien voulu m'accorder un entretien. Michel était donc un acteur de ces rencontres internationales d'art contemporain et de ces états généraux du bruit. On va faire bref. J'ai connu Louis Dandrel juste en amont de la manifestation. Il était encore directeur de France Musique et puis il avait co-créé avec Anne Ray du Monde, le Monde de la musique. Et je lui raconte que je suis en Californie, que je fais des enregistrements sous l'eau de musique que je diffuse dans l'eau. Il me dit, mais comment tu fais? Alors j'ai dit, je prends un haut-parleur sous-marin, que je trouve ça à la base navale militaire de San Diego où j'habitais. Je transmets ma musique dans la mer via un haut-parleur sous-marin et je réenregistre ma musique avec le bruit de l'eau sous-marin, avec le sol marin qui se déplace, avec le cliquetis de tout ça, mêlé au son de la musique. Et donc, je noie littéralement ma musique dans l'eau et je la réenregistre après. Il me dit, et
Et si on mettait un public, bah, j'ai dit ça marcherait, oui, ça marche très bien. Moi je me suis aperçu qu'on entend différemment, mais on entend dans l'eau. On entend dans l'eau par la résonance de la boîte crânienne qui résonne comme une forme de grand cristal. On a un son qui est délicat. Et il me dit, est-ce que tu peux faire un concert dans l'eau au Festival de La Rochelle? Oui. Et ce jour-là, j'ai plongé à pic, car je n'étais pas si sûr. Et j'avais 6 mois, il vient me voir au mois de décembre en Californie, et je lui dis, c'est pour quand? Ben, c'est pour le mois de juin aux États généraux du bruit. Et là, le challenge était envoyé, et j'avais possibilité de dire oui ou non. Donc j'ai dit oui. Et après, donc, j'ai développé rapidement, très très rapidement, mais j'étais aux États-Unis dans une ambiance formidable. J'étais avec l'Université de Californie où j'avais des outils, avec le centre océanographique Scripps qui m'apprenait tout sur l'acoustique sous-marine. Et on est arrivé aux États généraux du bruit de La Rochelle avec la piscine olympique de La Rochelle, chauffée à 33 degrés. Ça, j'y tenais beaucoup pour que le corps soit dans le confort de la température de la peau, afin qu'on n'ait pas d'alerte, ni trop chaud ni trop froid, juste tiède comme il faut, 33 degrés. Et ce que je voulais faire, c'était pas faire écouter la mer dans l'eau, c'était faire écouter la musique dans l'eau, en lévitation dans l'eau, avec cette transformation extraordinaire du corps qui résonne dans l'eau avec la musique. Donc ça a fait l'objet d'un journal télévisé que l'on va voir, qu'on aura le plaisir de voir Louis Dandrel, Alain Durel le directeur, Louis Dandrel, voilà. Et puis on verra si on a le temps de tout voir ou on passera. Le monde sous-marin, c'est 20 000 espèces qui presque toutes produisent un son, un raclement, un crissement, etc. C'est quand même très intéressant. Je veux dire, on n'imagine pas ça. Et Michel Rodolphy à La Rochelle nous l'a. Il a fait une tentative, enfin une explication. Michel Rodolphy travaille, je crois, aux États-unis, non? Il a travaillé au groupe de Tu musique peux mettre un peu plus fort, Franck, de Marseille, puis il travaille actuellement à San Diego, en Californie. Il a le Pacifique devant lui. Et en fait, il a beaucoup travaillé sur les phénomènes d'acoustique subaquatique, d'où l'expérience à La Rochelle du concert subaquatique en piscine, d'où également un certain nombre d'ateliers qu'il a fait et où on a découvert des bruits, là aussi des bruits fantastiques, sous-marins, et que personne n'imaginait, évidemment. Enfin, François, vous avez assisté à ce concert subaquatique. Oui. Et puis, alors Rodolphy, justement, c'est un personnage complètement opposé à Knut Victor, parce que c'est un compositeur heureux, bronzé, sportif, heureux. Californie. Voilà. Certain que l'attitude habituelle du spectateur dans un concert de musique contemporaine est une attitude relativement compassée. Il est évident qu'à partir du moment où il y a 200 personnes dans un bassin d'une piscine olympique et que nous avons à nous côtoyer dans une attitude d'écoute très différente, il y a, après le concert, une manière d'en parler qui est radicalement différente. On dirait que cet extrait, on dirait qu'il a un siècle, tellement que la vidéo est dégradée. Par bonheur, on a survécu à tout ça. Et on est encore vivant et pas trop dégradé, je pense. tu es toujours bronzé. Comment?
J'ai toujours bronzé. Mais j'ai coupé on m'a voyé moustachu avec les cheveux bouclés, j'ai tout coupé. J'ai gardé juste le public pour cette séance-là. Je vais très vite vers la fin, mais on n'est pas à la fin. Mais je tiens à vous dire qu'il y a un grand concert subaquatique ici, dans la région, à Villefranche-sur-Mer, au mois de juillet, pendant 2 jours, au bout des Marinières, à la belle plage de l'Ange Gardien, avec l'acteur Jean-Marc Barr. Je vous en reparlerai au final. Vous allez voir un extrait qui avait été donné à Toulon il y a 3 ans. Nous aurons un grand concert en mer, au-dessus des Posidonies. Et ça sera un bel événement que je n'avais pas fait depuis longtemps. Le concert en piscine, j'en fais de moins en moins. C'est les concerts en mer qui m'intéressent. Voilà. On va y venir parce qu'il y aura quelques extraits. Simplement par rapport à cet extrait, alors la remarque c'était France Roche, hein, c'est ça? Oui, France Roche, tu connais? Oui. Enfin, j'étais petit à l'époque, mais oui. Et elle dit vraiment quelque chose de ce qu'on évoquait encore une fois tout à l'heure. C'est-à-dire que ici, l'Opéra de Nice a été construit contre le littoral. Là, en fait, ce type de création, ce type d'expérimentation renverse totalement le rapport de l'écoute et aussi le concert d'un point de vue social, en fait. Ouais. C'est vraiment une nouvelle manière de comprendre, d'envisager la musique, mais le public également, la place du public. Pardon. Alors, 3 images peut-être de Matisse pour arriver à la conclusion autour du lagon et de tout le travail de Michel autour de l'œuvre de jazz et qui font écho à des choses qu'on a évoquées. Ici, ce tableau Tempête à Nice, un bien connu des Niçois, qui est assez singulier. On est en 1919. Matisse peint le souvenir de son arrivée à Nice en 1917, pendant une période extrêmement pluvieuse et orageuse. Vous avez un simple petit personnage avec un parapluie dans le fond de la toile ici à droite. Et le reste qui apparaît comme une peinture silencieuse, si on reprend le parallèle qu'on a dressé avec l'œuvre de Courbet au début, mais qui en réalité ne l'est pas du tout. On est dans une peinture d'atmosphère ici très intéressante chez Matisse, avec le roulis des vagues, avec le vent dans les palmiers. Et donc c'est en réalité une œuvre qui est pleine de sonorité, et c'est assez intéressant puisque Matisse s'intéresse beaucoup au bruit des vagues. Il le décrira notamment lors de son voyage à Tahiti. Une autre œuvre que vous pouvez voir de façon tout à fait exceptionnelle cet été, qui vient du musée de Cleveland et qui est présentée au musée jusqu'au 8 septembre. On parlait de l'épuisement acoustique. On est ici exactement dans l'épuisement acoustique avec cette bataille de fleurs de 1923. Matisse est installé dans une des chambres de l'hôtel de la Méditerranée. Il loue ses chambres comme atelier avec sa fille Marguerite et une de ses modèles, Henriette, les 2 jeunes femmes qu'on voit sur le balcon. Les 2 jeunes femmes se trouvent finalement dissipées par le bruit d'une bataille de fleurs qui se déroule sous les fenêtres de l'atelier. Et donc finalement, Matisse abandonne la séance de peinture, en tout cas pas tout à fait. Il la décentre sur le balcon de l'hôtel de la Méditerranée. Matisse, qui n'est absolument pas un peintre du pittoresque, absolument pas un peintre de la liesse populaire, ou en tout cas de l'événementiel qu'il peut y avoir à cette époque sur la promenade des Anglais. Et donc il va réaliser une série finalement de 5 toiles, dont celle-ci qui est la dernière en fait, donc de 1921 à 1923, où il représente les chars de la bataille de fleurs lors du carnaval de Nice. Et donc évidemment, c'est important là encore de comprendre l'environnement sonore. On travaille par exemple en ce moment avec le musée de Cleveland qui possède cette œuvre dans ses collections et qui ne connaît pas la bataille de fleurs en fait, et qui ne connaît pas en fait l'environnement sonore du carnaval, de la bataille de fleurs et de ce que ça peut représenter en fait en termes d'atmosphère et de sonorité quand cela passe sous les fenêtres. Donc c'est là encore un des aspects importants de la transversalité, de aussi exposer cette peinture avec des éléments de contexte. Et aujourd'hui, on peut, et on a la chance d'avoir en 1923 des captations sonores du carnaval et de la promenade des Anglais, donc de pouvoir montrer ces enregistrements aux côtés de ce tableau. Et puis un troisième exemple qui reboucle avec notre sujet ici,
Le Lagon, hein, une des planches de jazz, donc jazz que vous connaissez, un célèbre livre illustré qui est publié en 1947. C'est une sorte de synthèse, un jazz de tous les souvenirs d'enfance, notamment de Matisse. Hein. Et bon, le titre en lui-même, évidemment, fait référence à la musique, mais ça devient presque anecdotique, en fait. Jazz, c'est un livre de souvenirs, et des souvenirs de cirque, de marchands ambulants, d'une sonorité d'enfance que Matisse entend dans le Cateau-Cambrésis, dans cette région des Flandres où il est né. Et il conçoit jazz et les planches de jazz, hein, qui sont rythmées à la fois avec des planches de pochoir et des planches de texte, comme une œuvre musicale. Et donc il le dit lui-même, je veux que l'alternance des planches, de couleurs, de textes forme une sonorité. Et finalement, cette œuvre de 1947 est passée à la postérité comme un livre illustré, évidemment, qu'on ouvre dans un musée, en vitrine, voilà, à plat et de façon voilà, muséale. Mais il y a en réalité voilà, beaucoup de sonorités quand lui l'a fait. Et donc, je laisse Michel en parler dans quelques secondes, parce que c'est justement l'enjeu et l'objet de tout le travail que Michel a réalisé autour de jazz, et on a pu en quelque sorte retrouver une sonorité à jazz, et ça a permis, quand on le voit dans un auditorium en grand format, qu'on voit ces planches dans le détail accompagnées du travail de Michel, du coup de vraiment découvrir l'œuvre d'une façon totalement différente, en fait, et d'une façon nouvelle, même par rapport à toutes les études qui sont pléthoriques au sujet de jazz au cours du XXe siècle, et d'apporter du coup une nouvelle pierre à la compréhension de cette œuvre de Matisse, hein, qui, je laisse tout de suite la parole à Michel, mais est directement inspirée du séjour de Matisse à Tahiti au début des années 30 et de sa propre expérience subaquatique. Et c'est important de le rappeler, c'est pas anecdotique. Matisse, je l'ai dit en introduction, nage beaucoup et va beaucoup expérimenter la plongée, d'ailleurs dès le début du siècle, au Lavandou par exemple, quand il est à Cavalières. Il refait cette expérimentation de façon plus approfondie avec des masques de plongée, etc., dans les années 30 quand il est à Tahiti. Et donc il décrit lui-même l'enchantement absolument absolu de la découverte évidemment des coraux, etc. Mais il décrit beaucoup le bruit qu'il entend à Tahiti. Il décrit beaucoup le bruit du vent dans les feuilles, etc., au bord de la plage, etc. Et donc il décrit beaucoup ces sonorités du littoral, et c'est assez important. Il va revenir à Nice juste après ce voyage et importer des oiseaux exotiques de Tahiti. On a parlé des oiseaux tout à l'heure, qui vont peupler l'atelier et qui vont... Et alors là, évidemment, pour Matisse, c'est un champ de bonheur absolu et qui n'a pas d'utilité autre que celle du bonheur. Et donc, il faut imaginer que dans certaines pièces de l'atelier du Regina, on a des cages avec des oiseaux qui comportent plus de 200 oiseaux exotiques. Hein. Donc, on est dans un environnement de... Et hors la cage aussi. On est dans un environnement sonore qui est extrêmement important. Aujourd'hui, on voit des photos de Brassailles, notamment, où on voit dans l'atelier ces cages. Mais il faut imaginer quel est le contexte de création d'un artiste qui est peint, qui dessine, qui sculpte, en l'occurrence pour Matisse, avec cet arrière-fond musical autour de lui. Donc c'est assez voilà, important de le souligner, même si le sujet des études sonores autour de l'œuvre de Matisse sont évidemment beaucoup plus complètes que ça, mais je laisse Michel parler de jazz. Oui, jazz, donc bien sûr, dès le titre... on y est, bah, on va le voir après. Dès le titre, bien sûr, crée une approche qui ne va pas être que visuelle, elle va être sonore. Quand j'ai fait jazz, ça sera le 3e extrait qu'on va voir, donc on va commencer par des lagons. Je me suis aperçu qu'en fait, pour découvrir Matisse, il fallait aller graduellement dans le tableau, chose que l'œil ne sait pas faire. Quand vous voyez un tableau, vous prenez une globalité.
Si vous êtes un historien ou un peintre, vous allez certainement avoir un œil qui va regarder les détails ou va avoir un parcours dans le tableau. Mais globalement, pour la personne, pour le visiteur ordinaire, il va reprendre le tableau tel qu'il est. Et finalement, devant les couleurs de Matisse, on va trop vite. C'est-à-dire qu'on voit une planche, on voit les couleurs qui sont splendides, on prend ça à une globalité dans une sorte de flash, et c'est comme si l'œuvre était déjà comprise alors qu'on l'a à peine vue. Et grâce à la caméra, je me suis promené en zoomant des détails. Je l'ai fait avec le soin d'avoir demandé, grâce à vous, à Matisse et toi spécialement, et Émeric, et puis notre directrice à l'époque, j'ai pu avoir l'autorisation de le faire par la famille, qui est très attentive à ce qu'on fait ou on défait de Matisse. Donc ils m'ont permis de faire ce travail qui consiste à promener la caméra dans le tableau et régulièrement de faire voir tout le tableau, c'est important, et puis de revenir à l'intérieur. Et si je faisais ça qu'avec une caméra, on s'ennuierait quand même. Donc j'ai mis un fil sonore très minimaliste pour ne pas recouvrir l'œuvre d'art de Matisse. Il y a un scénario sonore très minimaliste, une caméra qui prend le temps de zoomer à l'intérieur ou de zoomer à l'extérieur, de telle façon que la vision de Matisse s'inscrive comme la musique dans le temps qui se déroule. Et ainsi, j'ai pu laisser 19 planches, je crois, 20 piles, oui. J'ai pu consacrer 2 minutes à chaque planche, mais ça donne 40 minutes pour voir jazz. Or, quand au musée Matisse, on met les planches, une partie des planches en tout cas, sur un mur, les gens brassent ça en... c'est long, 5 minutes, hein. C'est 360 secondes. Je crois qu'il ne reste pas 360 secondes devant ça. Tu as le droit de dire quelques secondes. Hein. Les dernières études sur l'attention qu'on porte à une œuvre d'art dans un musée sont quelques secondes. Eh bien, je crois, hein, parce que nous l'avons fait ensemble, ce projet, je crois que les gens ne s'ennuient pas en passant 40 minutes avec Matisse. Pourquoi ? Parce que, comme on disait dans un autre temps, l'œil écoute. Quand on arrive à fusionner l'œil et l'acoustique, eh bien, il y a une patience, il y a une entrée un petit peu, il y a une contemplation qui se déroule, et ça se passe bien, et ça se passe profondément dans l'œuvre. Voilà, ça c'était le projet. Donc, maintenant se mêlent d'autres couches qui n'étaient pas synchronisées et qui se synchronisent pour cette conférence. Je suis allé moi aussi à Tahiti et à l'île Sœur qui est en face, qui s'appelle Moorea, qui est la petite île qui est en face Papeete, en face Tahiti. Et j'ai découvert moi aussi un lagon incroyable qui s'appelle le lagon Temae. Rappelons que le lagon, c'est ce récipient autour de l'île volcanique. Le volcan sort de terre, la lave descend et crée une sorte de bassin circulaire autour de l'île. Très peu profond, 1,50 m d'eau, 2 mètres, pas plus. Une sorte d'aquarium, avec une vie extraordinaire dedans. Et puis il y a ce qu'on appelle une passe. À un moment, ce bassin craque, et derrière, il y a le grand large, 4 km de profondeur. 4000 mètres derrière le lagon. Vous êtes dans 2,50 m, et puis il y a les abysses, pas les abysses, il y a le Grand Bleu. Voilà. Donc là, nous restons en sécurité dans le lagon de Temae. Je vais vous faire écouter 2 extraits. Et c'est l'enregistrement du lagon. Et il y a ce qu'on appelle le bruit benthique, c'est le bruit du corail. Il pleut dehors. Et on revient au chaud dans le lagon. On n'est pas dans le monde du silence, hein, vous remarquez. Là, vous allez voir un hydrophone, un micro sous-marin.
Dans la deuxième séquence, je fais ce que j'aime beaucoup faire, et je vous parlais tout à l'heure. Je diffuse ma musique dans le lagon. Et là, ça fait beaucoup moins de bruit parce que j'ai pas un micro qui est sur le sol. Donc on a un petit mélange entre la musique qui est diffusée au loin et le son du lagon. Et maintenant, la séquence qui avait été faite des années avant sur le lagon de Matisse. Quand j'ai composé la vidéo pour ce que j'appelais jazz après Matisse, je n'avais pas eu encore l'expérience du lagon. Donc c'était pour moi un lagon imaginé. C'est qu'une planche sur les deux planches que comprend le lagon. Voilà. Ah, je terminerai après, plus tard, ça plus tard. Oui. Tu m'as dit qu'en fait, il avait visité le même lagon qu'on a vu en vidéo, le lagon de Temae. Oui, Matisse passe plus de 3 mois quand même à Tahiti, donc c'est un long séjour et il rencontre là-bas notamment l'équipe de tournage de Murnau qui tourne le film Tabou. Et donc il a l'occasion en fait d'accompagner cette équipe de tournage et donc il va dans différents atolls, dans différentes régions autour en fait. D'accord. Je crois que la phrase manuscrite dit « Lagon n'est-vous pas la 8e merveille du monde ?» Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, oui. Il y a cette phrase, oui. C'est vrai que c'est une expérience visuelle et sensorielle qui est absolument extraordinaire donc, dans ces crépitements de la vie autour. Il parle lui-même, donc il dit le bruit des feuilles était posé sur le grondement de fond d'orchestre des vagues de la mer, vagues qui venaient se briser sur les récifs qui entourent l'île. Je me baignais dans le lagon, je nageais autour des couleurs des coraux soutenus par les couleurs piquants noirs des holoturies. Je plongeais ma tête dans l'eau transparente sur le fond d'absinthe du lagon, les yeux grands ouverts. Les couleurs sont en effet, pour Matisse, ça a dû être une expérience extraordinaire parce que la vidéo ne rend pas vraiment les choses, mais on comprend quand même que la palette est absolument extraordinaire. Et le peu de profondeur fait qu'on est dans une sorte d'une substance picturale. On n'est pas dans la mer avec ses profondeurs, ses rochers, que sais-je. On est comme dans le lagon, c'est du Matisse. Et le poisson qui est extraordinaire, qui passe devant.
conclure. Alors j'avais justement un Si petit vous extrait du souhaitez. concert subaquatique en mer qui pourrait ressembler à celui que nous aurons dans un mois, un gros mois. Jean-Marc Barr. Mes indications la font sourire. Elle demandera au dauphin. Viens, viens avec moi dans une autre terre ferme. Viens sur les montagnes, là où la mer s'est retirée. Voilà, juste une petite minute pour vous donner un avant-goût de ces concerts que l'on entend par la résonance du corps au contact de la surface. Merci pour votre écoute.